Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Le pays des fourrures. Par Jules Verne. Première partie. Chapitre I. Une soirée au Fort Reliance. Ce soir-là 17 mars 1859, le capitaine Craventy donnait une fête au Fort Reliance. Que ce mot de fête n'éveille pas dans l'esprit l'idée d'un gala grandiose, d'un bal de cour, d'un raout carillonné, ou d'un festival à grand orchestre. La réception du capitaine Craventy était plus simple, et pourtant, le capitaine n'avait rien épargné pour lui donner tout l'éclat possible. En effet, sous la direction du caporal Joliffe, le grand salon du rez-de-chaussée s'était transformé. On voyait bien encore les murailles de bois, faites de troncs à peine équarris, disposées horizontalement, mais 4 pavillons britanniques, placés aux 4 angles, et des panoplies, empruntées à l'arsenal du fort, en dissimulaient la nudité. Si les longues poutres du plafond, rugueuses, noirâtres, s'allongeaient sur les contreforts grossièrement ajustés, en revanche, 2 lampes, munies de leurs réflecteurs en fer blanc, se balançaient comme 2 lustres au bout de leur chaîne, et projetaient une suffisante lumière à travers l'atmosphère embrumée de la salle. Les fenêtres étaient étroites, quelques-unes ressemblaient à des meurtrières. Leurs carreaux, blindés par un épais givre, défiaient toutes les curiosités du regard, mais 2 ou 3 pans de cotonnade rouge, disposés avec goût, sollicitaient l'admiration des invités. Quant au plancher, il se composait de lourds madriers juxtaposés, que le caporal Joliffe avait soigneusement balayés pour la circonstance. Ni fauteuil, ni divan, ni chaise, ni autres accessoires des ameublements modernes ne gênaient la circulation. Des bancs de bois, à demi engagés dans l'épaisse paroi, des cubes massifs, débités à coups de hache, 2 tables à gros pieds, formaient tout le mobilier du salon, mais la muraille d'entrefend, à travers laquelle une étroite porte à un seul battant donnait accès dans la chambre voisine, était ornée d'une façon pittoresque et riche à la fois. Aux poutres, et dans un ordre admirable, pendaient d'opulentes fourrures, dont pareil assortiment ne se fût pas rencontré aux plus enviables étalages de Regent Street ou de la perspective Nevski. On eût dit que toute la faune des contrées arctiques s'était fait représenter dans cette décoration par un échantillon de ses plus belles peaux. Le regard hésitait entre les fourrures de loup, d'ours gris, d'ours polaire, de loutre, de wolvérène, de wison, de castor, de rat musqué, d'hermine, de renard argenté. Au-dessus de cette exposition se déroulait une devise, dont les lettres avaient été artistement découpées dans un morceau de carton peint, la devise de la célèbre compagnie de la baie d'Hudson. PROPELLECUTEM. Véritablement, caporal Joliffe, dit le capitaine Craventy à son subordonné, vous vous êtes surpassé. Je le crois, mon capitaine, je le crois, répondit le caporal. Mais rendons justice à chacun. Une part de vos éloges revient à Mistress Joliffe, qui m'a aidé en tout ceci. C'est une femme adroite, caporal. Elle n'a pas sa pareille, mon capitaine. Au centre du salon se dressait un poêle énorme, moitié brique, moitié faïence, dont le gros tuyau de tôle, traversant le plafond, allait épancher au dehors des torrents de fumée noire. Ce poêle tirait, ronflait, rougissait sous l'influence des pelletées de charbon que le chauffeur, un soldat spécialement chargé de ce service, y engouffrait sans cesse. Quelquefois, un remous de vent encapuchonnait la cheminée extérieure. Une âcre fumée, se rabattant à travers le foyer, envahissait alors le salon. Des langues de flammes léchaient les parois de briques, un nuage opaque voilait la lumière de la lampe et encrassait les poutres du plafond. Mais ce léger inconvénient touchait peu les invités du Fort Reliance. Le poêle les chauffait, et ce n'était pas acheter trop cher sa chaleur, car il faisait terriblement froid au dehors, et au froid se joignait un coup de vent de nord, qui en redoublait l'intensité. En effet, on entendait la tempête mugir autour de la maison. La neige qui tombait, presque solidifiée déjà, crépitait sur le givre des vitres.
Des sifflements aigus, passant entre les jointures des portes et des fenêtres, s'élevaient parfois jusqu'à la limite des sons perceptibles. Puis, un grand silence se faisait. La nature semblait reprendre haleine, et de nouveau, la rafale se déchaînait avec une épouvantable force. On sentait la maison trembler sur ses pilotis, les haillès craquer, les poutres gémir. Un étranger, moins habitué que les hôtes du fort à ces convulsions de l'atmosphère, se serait demandé si la tourmente n'allait pas emporter cet assemblage de planches et de madriers. Mais les invités du capitaine Craventy se préoccupaient peu de la rafale, et même au dehors, ils ne s'en seraient pas plus effrayés que ces pétrels sataniques qui se jouent au milieu des tempêtes. Cependant, au sujet de ces invités, il faut faire quelques observations. La réunion comprenait une centaine d'individus des deux sexes, mais seulement deux femmes n'appartenaient pas au personnel accoutumé du Fort Reliance. Ce personnel se composait du capitaine Craventy, du lieutenant Jasper Hobson, du sergent Long, du caporal Joliffe et d'une soixantaine de soldats ou employés de la compagnie. Quelques-uns étaient mariés, entre autres le caporal Joliffe, heureux époux d'une Canadienne vive et alerte, puis un certain MacNap, Écossais marié à une Écossaise, et John Rae, qui avait pris femme dernièrement parmi les Indiennes de la contrée. Tout ce monde, sans distinction de rang, officier, employé ou soldat, était traité ce soir-là par le capitaine Craventy. Il convient d'ajouter ici que le personnel de la compagnie n'avait pas fourni seul son contingent à la fête. Les forts du voisinage, et dans ces contrées lointaines, on voisine à 100 milles de distance, avaient accepté l'invitation du capitaine Craventy. Bon nombre d'employés ou de facteurs étaient venus du Fort Providence ou du Fort Résolution, appartenant à la circonscription du lac de l'Esclave, et même du Fort Chipewyan et du Fort Liard situé plus au sud. C'était un divertissement rare, une distraction inattendue, que devaient rechercher avec empressement ces reclus, ces exilés, à demi perdus dans la solitude des régions hyperboréennes. Enfin, quelques chefs indiens n'avaient point décliné l'invitation qui leur fut faite. Ces indigènes, en rapport constant avec les factoreries, fournissaient en grande partie et par voie d'échange les fourrures dont la compagnie faisait le trafic. C'étaient généralement des Indiens Chippeways, hommes vigoureux, admirablement constitués, vêtus de casaques de peau et de manteaux de fourrure du plus grand effet. Leur face, moitié rouge, moitié noire, présentait ce masque spécial que la couleur locale impose en Europe aux diables des féeries. Sur leur tête se dressaient des bouquets de plumes d'aigle déployés comme l'éventail d'une señora, et qui tremblaient à chaque mouvement de leur chevelure noire. Ces chefs, au nombre d'une douzaine, n'avaient point amené leurs femmes, malheureuses squaws, qui ne s'élèvent guère au-dessus de la condition d'esclaves. Tel était le personnel de cette soirée, auquel le capitaine faisait les honneurs du Fort Reliance. On ne dansait pas, faute d'orchestre, mais le buffet remplaçait avantageusement les gagistes des bals européens. Sur la table s'élevait un pudding pyramidal que Mrs. Joliffe avait confectionné de sa main. C'était un énorme cône tronqué, composé de farine, de graisse de renne et de bœuf musqué, auquel manquaient peut-être les œufs, le lait, le citron recommandé par les traités de cuisine, mais qui rachetait ce défaut par ses proportions gigantesques. Mrs. Joliffe ne cessait de le débiter en tranches, et cependant l'énorme masse résistait toujours. Sur la table figuraient aussi des piles de sandwichs, dans lesquels le biscuit de mer remplaçait les fines tartines de pain anglais, entre deux tranches de biscuits, qui, malgré leur dureté, ne résistaient pas aux dents des Chippeways. Mrs. Joliffe avait ingénieusement glissé de minces lanières de corned beef, sorte de bœuf salé, qui tenait la place du jambon d'York et de la galantine truffée des buffets de l'ancien continent. Quant au rafraîchissement, le whisky et le gin, ils circulaient dans de petits verres d'étain, sans parler d'un punch gigantesque qui devait clore cette fête, dont les Indiens parleront longtemps dans leur wigwam. Aussi que de compliments, les époux Joliffe reçurent pendant cette soirée. Mais aussi,
quelle activité, quelle bonne grâce. Comme il se multipliait. Avec quelle amabilité, il présidait à la distribution des rafraîchissements. Non, il n'attendait pas, il prévenait les désirs de chacun. On n'avait pas le temps de demander, de souhaiter même. Au sandwich succédaient les tranches de l'inépuisable pudding. Au pudding, les verres de gin ou de whisky. Non merci Mistress Joliffe. Vous êtes trop bon, caporal. Je vous demanderai la permission de respirer. Mistress Joliffe, je vous assure que j'étouffe. Caporal Joliffe, vous faites de moi ce que vous voulez. Non cette fois Mistress, non. C'est impossible. Telles étaient les réponses que s'attiraient presque invariablement l'heureux couple. Mais le caporal et sa femme insistaient tellement, que les plus récalcitrants finissaient par céder. Et l'on mangeait sans cesse, et l'on buvait toujours. Et le ton des conversations montait. Les soldats, les employés s'animaient. Ici l'on parlait chasse, plus loin trafic. Que de projets formés pour la saison prochaine. La faune entière des régions arctiques ne suffirait pas à satisfaire ces chasseurs entreprenants. Déjà les ours, les renards, les bœufs musqués tombaient sous leurs balles. Les castors, les rats, les hermines, les martres, les wisons se prenaient par milliers dans leurs trappes. Les fourrures précieuses s'entassaient dans les magasins de la compagnie, qui, cette année-là, réalisaient des bénéfices hors de toute prévision. Et tandis que les liqueurs, abondamment distribuées, enflammaient ces imaginations européennes, les Indiens, graves et silencieux, trop fiers pour admirer, trop circonspects pour promettre, laissaient dire ces langues babillardes, tout en absorbant à haute dose l'eau de feu du capitaine Craventy. Le capitaine, lui, heureux de ce brouhaha, satisfait du plaisir que prenaient ces pauvres gens, relégués pour ainsi dire, au-delà du monde habitable, se promenait joyeusement au milieu de ses invités, répondant à toutes les questions qui lui étaient posées, lorsqu'elles se rapportaient à la fête. Demandez à Joliffe, demandez à Joliffe. Et l'on demandait à Joliffe, qui avait toujours une parole gracieuse au service de chacun. Parmi les personnes attachées à la garde et au service du Fort Reliance, quelques-unes doivent être plus spécialement signalées, car ce sont elles qui vont devenir le jouet de circonstances terribles, qu'aucune perspicacité humaine ne pouvait prévoir. Il convient donc, entre autres, de citer le lieutenant Jasper Hobson, le sergent Long, les époux Joliffe et 2 étrangères, auxquels le capitaine faisait les honneurs de la soirée. C'était un homme de 40 ans, que le lieutenant Jasper Hobson. Petit, maigre, s'il ne possédait pas une grande force musculaire, en revanche, son énergie morale le mettait au-dessus de toutes les épreuves et de tous les événements. C'était un enfant de la compagnie. Son père, le major Hobson, un Irlandais de Dublin, mort depuis quelques années, avait longtemps occupé avec Mrs. Hobson le fort Assiniboine. Là était né Jasper Hobson. Là, au pied même des montagnes rocheuses, son enfance et sa jeunesse s'écoulèrent librement. Instruit sévèrement par le major Hobson, il devint un homme, par le sang-froid et le courage, quand l'âge n'en faisait encore qu'un adolescent. Jasper Hobson n'était point un chasseur, mais un soldat, un officier intelligent et brave. Pendant les luttes que la compagnie eut à soutenir dans l'Oregon contre les compagnies rivales, il se distingua par son zèle et son audace, et conquit rapidement son grade de lieutenant. En conséquence de son mérite bien reconnu, il venait d'être désigné pour commander une expédition dans le Nord. Cette expédition avait pour but d'explorer les parties septentrionales du lac du Grand Ours et d'établir un fort sur la limite du continent américain. Le départ du lieutenant Jasper Hobson devait s'effectuer dans les premiers jours d'avril. Si le lieutenant présentait le type accompli de l'officier, le sergent Long, homme de 50 ans, dont la rude barbe semblait faite en fibre de coco, était lui le type du soldat. Brave par nature, obéissant par tempérament, ne connaissant que la consigne, ne discutant jamais un ordre, si étrange qu'il fût,
ne raisonnant plus, quand il s'agissait du service, véritable machine en uniforme, mais machine parfaite, ne s'usant pas, marchant toujours, sans se fatiguer jamais. Peut-être le sergent Long était-il un peu dur pour ces hommes, comme il l'était pour lui-même. Il ne tolérait pas la moindre infraction à la discipline, consignant impitoyablement à propos du moindre manquement, et n'ayant jamais été consigné. Il commandait, car son grade de sergent l'y obligeait, mais il n'éprouvait en somme aucune satisfaction à donner des ordres. En un mot, c'était un homme né pour obéir, et cette annihilation de lui-même allait à sa nature passive. C'est avec ces gens-là que l'on fait les armées redoutables. Ce ne sont que des bras au service d'une seule tête. N'est-ce pas là l'organisation véritable de la force? Deux types ont été imaginés par la fable, Biarré sans bras, l'hydre sans tête. Si l'on met ces deux montres aux prises, qui remportera la victoire? Biarré. On connaît le caporal Joliffe. C'était peut-être la mouche du coche, mais on se plaisait à l'entendre bourdonner. Il eût plutôt fait un majordome qu'un soldat. Il le sentait bien. Aussi s'intitulait-il volontiers caporal chargé du détail, mais dans ces détails, il se serait perdu 100 fois, si la petite Mrs. Joliffe ne l'eût guidé d'une main sûre. Il s'ensuit que le caporal obéissait à sa femme, sans vouloir en convenir, se disant sans doute, comme Sancho le philosophe, « Ce n'est pas grand-chose qu'un conseil de femme, mais il faut être fou pour n'y point prêter attention. » L'élément étranger, dans le personnel de la soirée, était, on l'a dit, représenté par deux femmes, âgées de 40 ans environ. L'une de ces femmes méritait justement d'être placée au premier rang des voyageuses célèbres. Rivale des Pfeiffer, des Tinney, des Homer de Hell, son nom, Paulina Barnett, fut plus d'une fois cité avec honneur aux séances de la Société royale de géographie. Paulina Barnett, en remontant le cours du Brahmapoutre jusqu'aux montagnes du Tibet, et en traversant un coin ignoré de la Nouvelle-Hollande, de la baie des Cygnes au golfe de Carpentarie, avait déployé les qualités d'une grande voyageuse. C'était une femme de haute taille, veuve depuis 15 ans, que la passion des voyages entraînait incessamment à travers des pays inconnus. Sa tête, encadrée dans de longs bandeaux, déjà blanchis par place, dénotait une réelle énergie. Ses yeux, un peu myopes, se dérobaient derrière un lorgnon à monture d'argent, qui prenait son point d'appui sur un nez long, droit, dont les narines mobiles semblaient aspirer l'espace. Sa démarche, il faut l'avouer, était peut-être un peu masculine, et toute sa personne respirait moins la grâce que la force morale. C'était une Anglaise du comté d'York, pourvue d'une certaine fortune, dont le plus clair se dépensait en expéditions aventureuses. Et si en ce moment, elle se trouvait au Fort Reliance, c'est que quelque exploration nouvelle l'avait conduite en ce poste lointain. Après s'être lancée à travers les régions équinoxiales, sans doute elle voulait pénétrer jusqu'aux dernières limites des contrées hyperboréennes. Sa présence au fort était un événement. Le directeur de la compagnie l'avait recommandé par lettre spéciale au capitaine Craventy. Celui-ci, d'après la teneur de cette lettre, devait faciliter à la célèbre voyageuse le projet qu'elle avait formé de se rendre au rivage de la mer polaire. Grande entreprise. Il fallait reprendre l'itinéraire des Hearn, des Mackenzie, des Rae, des Franklin. Que de fatigue, que d'épreuves, que de dangers dans cette lutte avec les terribles éléments des climats arctiques. Comment une femme osait-elle s'aventurer là, où tant d'explorateurs avaient reculé ou péri? Mais l'étrangère, confinée en ce moment au Fort Reliance, n'était point une femme, c'était Paulina Barnett, lauréate de la Société royale. On ajoutera que la célèbre voyageuse avait dans sa compagne Madge mieux qu'une servante, une amie dévouée, courageuse, qui ne vivait que pour elle, une Écossaise des anciens temps, qu'un Caleb eût pu épouser sans déroger. Madge avait quelques années de plus que sa maîtresse, 5 ans environ. Elle était grande et vigoureusement charpentée. Madge tutoyait Paulina, et Paulina tutoyait Madge.
Paulina regardait Madge comme une sœur aînée, Madge traitait Paulina comme sa fille. En somme, ces deux êtres n'en faisaient qu'un. Et pour tout dire, c'était en l'honneur de Paulina Barnett que le capitaine Craventy traitait ce soir-là ses employés et les Indiens de la tribu Chippeways. En effet, la voyageuse devait se joindre au détachement du lieutenant Jasper Hobson dans son exploration au nord. C'était pour Mrs. Paulina Barnett que le grand salon de la factorerie retentissait de joyeux hurrahs. Et si pendant cette mémorable soirée, le poêle consomma un quintal de charbon, c'est qu'un froid de 24 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro, 32 degrés centigrades, au-dessous de glace, régnait au dehors, et que le Fort Reliance est situé par 61 degrés 47 de latitude septentrionale, à moins de 4 degrés du cercle polaire. Fin du chapitre. Chapitre 2. Hudson's Bay Fur Company. Monsieur le capitaine, et Madame Barnett. Que pensez-vous de votre lieutenant, Monsieur Jasper Hobson? Je pense que c'est un officier qui ira loin. Qu'entendez-vous par ces mots, il ira loin? Voulez-vous dire qu'il dépassera le 80e parallèle? Le capitaine Craventy ne put s'empêcher de sourire à cette question de Mrs. Paulina Barnett. Elle et lui causaient auprès du poêle, pendant que les invités allaient et venaient de la table des victuailles à la table des rafraîchissements. Madame, répondit le capitaine, tout ce qu'un homme peut faire, Jasper Hobson le fera. La compagnie l'a chargé d'explorer le nord de ses possessions et d'établir une factorerie aussi près que possible des limites du continent américain, et il l'établira. C'est une grande responsabilité qui incombe au lieutenant Hobson, dit la voyageuse. Oui, madame, mais Jasper Hobson n'a jamais reculé devant une tâche à accomplir, si rude qu'elle pût être. Je vous crois, capitaine, répondit Mrs. Paulina, et ce lieutenant, nous le verrons à l'œuvre. Mais quel intérêt pousse donc la compagnie à construire un fort sur les limites de la mer Arctique? Un grand intérêt, madame, répondit le capitaine, et j'ajouterai même un double intérêt. Probablement dans un temps assez rapproché, la Russie cédera ses possessions américaines au gouvernement des États-Unis. Cette cession opérée, le trafic de la compagnie deviendra très difficile avec le Pacifique, à moins que le passage du nord-ouest découvert par McClure ne devienne une voie praticable. C'est d'ailleurs ce que de nouvelles tentatives démontreront, car l'Amirauté va envoyer un bâtiment dont la mission sera de remonter la côte américaine depuis le détroit de Bering jusqu'au golfe du Couronnement, limite orientale en deçà de laquelle doit être établi le nouveau fort. Or, si l'entreprise réussit, ce point deviendra une factorerie importante dans laquelle se concentrera tout le commerce de pelleterie du Nord. Et tandis que le transport des fourrures exige un temps considérable et des frais énormes pour être effectué à travers les territoires indiens, en quelques jours, des steamers pourront aller du nouveau fort à l'océan Pacifique. Ce sera là en effet, répondit Mrs. Paulina Barnett, un résultat considérable, si le passage du nord-ouest peut être utilisé. Mais vous aviez parlé d'un double intérêt, je crois. L'autre intérêt, madame, reprit le capitaine, le voici, et c'est pour ainsi dire, une question vitale pour la compagnie, dont je vous demanderai la permission de vous rappeler l'origine en quelques mots. Vous comprendrez alors pourquoi cette association, si florissante autrefois, est maintenant menacée dans la source même de ses produits. En quelques mots, effectivement, le capitaine Craventy fit l'historique de cette compagnie célèbre. On sait que dès les temps les plus reculés, l'homme emprunta aux animaux leur peau ou leur fourrure pour s'en vêtir. Le commerce des pelleteries remonte donc à la plus haute Antiquité. Le luxe de l'habillement se développa même à ce point que des lois somptuaires furent plusieurs fois édictées afin d'enrayer cette mode qui se portait principalement sur les fourrures. Le vert et le pétigris
durent être prohibées au milieu du XIIe siècle. En 1553, la Russie fonda plusieurs établissements dans ses steppes septentrionales, et des compagnies anglaises ne tardèrent pas à l'imiter. C'était par l'entremise des Samoyèdes que se faisait alors ce trafic de martres zibelines, d'hermines, de castors, etc. Mais pendant le règne d'Élisabeth, l'usage des fourrures luxueuses fut restreint singulièrement, de par la volonté royale, et pendant quelques années, cette branche de commerce demeura paralysée. Le 2 mai 1670, un privilège fut accordé à la Compagnie des pelleteries de la baie d'Hudson. Cette société comptait un certain nombre d'actionnaires dans la haute noblesse, le duc d'York, le duc d'Albemarle, le comte de Shaftesbury, etc. Son capital n'était alors que de 8 420 livres. Elle avait pour rivales les associations particulières, dont les agents français, établis au Canada, se lançaient dans des excursions aventureuses, mais fort lucratives. Ces intrépides chasseurs, connus sous le nom de voyageurs canadiens, firent une telle concurrence à la compagnie naissante, que l'existence de celle-ci fut sérieusement compromise. Mais la conquête du Canada vint modifier cette situation précaire. 3 ans après la prise de Québec, en 1766, le commerce des pelleteries reprit avec un nouvel entrain. Les facteurs anglais s'étaient familiarisés avec les difficultés de ce genre de trafic. Ils connaissaient les mœurs du pays, les habitudes des Indiens, le mode qu'ils employaient dans leurs échanges. Cependant, les bénéfices de la compagnie étaient nuls encore. De plus, vers 1784, des marchands de Montréal s'étant associés pour l'exploitation des pelleteries, fondèrent cette puissante Compagnie du Nord-Ouest, qui centralisa bientôt toutes les opérations de ce genre. En 1798, les expéditions de la nouvelle société se montaient au chiffre énorme de 120 000 livres sterling, et la Compagnie de la baie d'Hudson était encore menacée dans son existence. Il faut dire que cette Compagnie du Nord-Ouest ne reculait devant aucun acte immoral, quand son intérêt était en jeu. Exploitant leurs propres employés, spéculant sur la misère des Indiens, les maltraitant, les pillant après les avoir enivrés, bravant la défense du Parlement qui prohiba la vente des liqueurs alcooliques sur les territoires indigènes, les agents du Nord-Ouest réalisaient d'énormes bénéfices, malgré la concurrence des sociétés américaines et russes qui s'étaient fondées, entre autres la Compagnie américaine des pelleteries, créée en 1809 avec un capital d'1 million de dollars, et qui exploitait l'ouest des montagnes Rocheuses. Mais de toutes ces sociétés, la Compagnie de la baie d'Hudson était la plus menacée, quand, en 1821, à la suite de traités longuement débattus, elle absorba son ancienne rivale, la Compagnie du Nord-Ouest, et prit la dénomination générale de Hudson's Bay Fur Company. Aujourd'hui, cette importante association n'a plus d'autre rivale que la Compagnie américaine des pelleteries de Saint-Louis. Elle possède des établissements nombreux dispersés sur un domaine qui compte 3 700 000 milles carrés. Ses principales factoreries sont situées sur la baie James, à l'embouchure de la rivière de Severn, dans la partie sud et vers les frontières du Haut-Canada, sur les lacs Atapesco, Winnipeg, Supérieur, Métis, Buffalo, près des rivières Columbia, Mackenzie, Saskatchewan, Assinipoil, etc. Le Fort York, qui commande le cours du fleuve Nelson, tributaire de la baie d'Hudson, forme le quartier général de la compagnie, et c'est là qu'est établi son principal dépôt de fourrure. De plus, en 1842, elle a pris à bail, moyennant une rétribution annuelle de 200 000 francs, les établissements russes de l'Amérique du Nord. Elle exploite ainsi, et pour son propre compte, les terrains immenses compris entre le Mississippi et l'océan Pacifique. Elle a lancé dans toutes les directions des voyageurs intrépides, Hearne vers la mer polaire, à la découverte de la Coppernichée en 1770, Franklin, de 1819 à 1822, sur 5550 milles du littoral américain, Mackenzie, qui, après avoir découvert le fleuve auquel il a donné son nom,
atteignit les bords du Pacifique par 52 024 de latitude nord. En 1833 à 34, elle expédiait Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.